retrouver pour un nouveau Morning Echo avec les économistes de la salle des marchés du Crédit Mutuel Arkea. Ce matin, je retrouve Pierre. Bonjour. Bonjour Julie. Alors Pierre, l'euro est brièvement passé au-dessus du seuil des 1,10 $ la semaine dernière. Si on prend un peu de hauteur, on constate que l'euro a repris beaucoup de terrain après avoir touché en septembre son plus bas historique des 20 dernières années. Comment expliques-tu ce mouvement ? Effectivement, comme tu le dis, l'euro a retrouvé pas mal de couleurs au cours des dernières semaines et plus largement au cours des derniers mois. Et ça, à mon sens, ça reflète deux choses. Déjà, si on prend un peu de hauteur, ça reflète, à mon sens, une dissipation ou du moins une réduction des craintes des investisseurs en ce qui concerne la situation ukrainienne. On a un conflit qui malheureusement s'enlise, mais on n'a pas de signe d'escalade. Et puis, du côté de l'énergie, eh bien, on a une Europe qui a finalement réussi à passer l'hiver sans trop d'encombre, en tous les cas sans rationnement énergétique majeur. Et si on se concentre cette fois-ci sur les mouvements des dernières semaines, eh bien là, il me semble que ça reflète plutôt les retombées des récentes secousses qui ont affecté le secteur bancaire américain puis européen. Et plus précisément, ça reflète un très net ajustement à la baisse des anticipations concernant la trajectoire des taux directeurs de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne. On a vraiment eu un changement de paradigme. Il faut quand même se souvenir que début mars, la résistance de l'activité et la persistance des tensions inflationnistes suggéraient que la BCE et la Fed auraient encore beaucoup de chemin à parcourir pour pouvoir ramener l'inflation à la cible. Aujourd'hui, on a vraiment un changement de ton, puisque désormais, les récentes faillites bancaires suggèrent au contraire que les marges de manœuvre des banquiers centraux seraient beaucoup plus limitées et que le processus de resserrement monétaire serait proche de son terme. Mais non seulement il serait proche de son terme, mais les investisseurs vont plus loin, parce que si on regarde les anticipations tirées des marchés financiers concernant ces trajectoires des taux directeurs, des anticipations qui sont par nature très volatiles, on constate que les investisseurs pensent que la Réserve fédérale sera contrainte de baisser ses taux dès cette année. Donc on n'est pas seulement sur une stabilisation, on est vraiment sur des baisses, tandis que la Banque centrale européenne, elle, maintiendrait ses taux à un niveau élevé. Donc on voit que ces anticipations, elles décrivent un différentiel de taux nettement moins favorable pour les États-Unis, donc plus favorable pour l'Europe, et qui explique ce mouvement de hausse sur l'euro. Oui, ok. Et donc, est-ce que tu partages le diagnostic des investisseurs quant à la trajectoire des taux de la Fed? Et penses-tu que l'euro va poursuivre sa hausse face au billet vert? Alors, pour répondre à ta seconde question, oui, nous pensons que l'euro va finir l'année autour de 1,15 $ en décembre. Toutefois, le chemin sera sinueux. Et en fait, on distingue deux phases. Dans une première phase, on pense que l'euro va se stabiliser, voire légèrement se déprécier. Et dans une seconde phase, il reprendra le chemin de la hausse pour finir 1,15. Alors pourquoi cette première phase de stabilisation, voire de baisse? Eh bien, parce que, et pour répondre à ta première question, on ne pense pas que la Réserve fédérale va baisser ses taux dès cette année. En fait, le choc lié à la faillite de la Silicon Valley Bank est à notre sens pas un choc suffisant pour entraîner une inflexion aussi rapide de la politique monétaire. On a une activité qui ralentit aux États-Unis, c'est indéniable, et ce ralentissement il va être amplifié par les conséquences de ces secousses sur le secteur bancaire, mais ce ralentissement il ne suffit pas pour justifier cette baisse, puisqu'il faut quand même garder à l'esprit qu'on a une inflation qui malgré tout reste encore élevée, elle ralentit mais elle reste élevée, et un marché du travail qui lui aussi reste tendu. Donc plus précisément, nous on pense que la borne haute des taux Fed Funds de la Réserve fédérale va atteindre 5,25 cette année et va être maintenue à ce niveau tout au long de 2023, tandis que du côté de la BCE, on aura un taux de dépôt qui atteindrait 3,5%. Donc on voit que de notre point de vue, le différentiel de taux devrait être moins favorable à l'euro, et donc on pense que les investisseurs vont ajuster leur anticipation et que ça risque à court terme d'être défavorable à l'euro. Donc voilà pour cette première phase. Après, on pense quand même que l'euro va reprendre le chemin de la hausse, comme je le disais. Pourquoi? Eh bien parce que les banquiers centraux vont finir par baisser leurs taux. Seulement cette baisse, elle aura plutôt lieu en 2024. Le ralentissement de l'activité, il va effectivement permettre une décrue de l'inflation et ça va conduire les banquiers centraux à baisser leurs taux. Et en la matière, on pense que l'ampleur de la baisse de taux sera plus importante aux États-Unis relativement à la zone euro. Pourquoi? Parce que la Réserve fédérale est allée plus loin dans son processus de resserrement monétaire et que donc le chemin à parcourir pour revenir vers un taux jugé neutre pour l'économie sera plus important. D'accord. Donc vous prévoyez en 2023 un maintien des taux sur des niveaux encore élevés, conjugué à un ralentissement de l'activité. Alors, à l'image des banques régionales américaines, d'autres poches de risque pourraient-elles apparaître selon toi? Oui, tout à fait. Eh bien, ça reste un contexte économique incertain.
Et la faillite de la Silicon Valley Bank, qui a été quand même très soudaine et assez inattendue, nous rappelle qu'on est dans un environnement risqué. Il y a plusieurs pans de l'économie qui souffrent de la hausse des taux. On pense aux banques régionales, le secteur de la technologie aussi. Et puis un élément qui concentre actuellement notre attention, c'est aussi le secteur de l'immobilier, notamment aux États-Unis. Donc en ce qui concerne l'immobilier résidentiel américain, on a eu un ajustement très net. C'est peut-être même le secteur qui a souffert le plus rapidement de la hausse des taux. Après plusieurs années qui avaient été marquées par de fortes hausses, voire une certaine exubérance, on a eu une belle correction au cours de l'année passée. Aujourd'hui, l'immobilier résidentiel américain, il montre des signes de stabilisation, mais à mon sens, c'est peut-être trop tôt pour juger qu'un poids bas a été touché, parce qu'on reste dans un contexte de ralentissement de l'activité. Et puis, au-delà de l'immobilier résidentiel, un sujet qui émerge maintenant, c'est celui de l'immobilier commercial. Pourquoi ? Parce que l'immobilier commercial, il fait face à une double menace. D'un côté, on a une modification du marché du travail et des habitudes du travail qui provoque une forte augmentation du taux de vacances, donc une réduction de la rentabilité de l'investissement commercial. Et de l'autre, on a un durcissement des conditions de financement qui rend le refinancement des prêts immobiliers commerciaux plus difficile. Et pourquoi on a un durcissement des conditions de financement? Parce qu'on a une hausse de taux, ça on l'a tous en tête, mais l'élément nouveau aussi, c'est que l'un des acteurs majeurs du financement de l'immobilier commercial, ce sont les banques régionales. Et donc précisément les banques qui ont été touchées par les retombées de la faillite de la Silicon Valley Bank. Et quand on sait que l'immobilier commercial, ça représente 5600 milliards de dollars aux États-Unis, on voit là qu'on a quand même une poche de risque potentiellement importante. Merci Pierre pour tes réponses. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau point économique. Au revoir. Merci, au revoir.